Alors bienvenue à tous, on va commencer. Merci de venir à ce dernier talk de la journée. Je pense que vous avez eu pas mal d'infos, donc on va essayer de se détendre un peu tout en restant un peu technique quand même, parce que je pense que c'est ce qui vous plaît. Alors je vais vous parler de machine learning, peut-être vous avez vu d'autres confs à ce sujet-là, c'est vraiment un sujet très en vogue actuellement. Donc là on va faire un petit cas concret sur des données réelles autour du jeu Euromillions. Alors je pense que vous connaissez tous le jeu. Un petit rappel, il s'agit de cocher 5 chiffres, on ne va pas considérer les étoiles dans cette présentation, 5 chiffres sur eh bien une grille qui en comporte 50. Et une des particularités, c'est que les gains lors du tirage sont divisés entre les gagnants. Hein. Donc s'il y a beaucoup de gagnants, chaque gagnant gagne peu. Et s'il y a peu de gagnants, les gagnants gagnent beaucoup. Donc une bonne stratégie de jeu, c'est d'essayer de jouer des combinaisons qui sont peu jouées par les autres. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quelles sont ces combinaisons jouées par les autres. Donc voilà la problématique. Alors donc une grille Euromillions, voilà à quoi ça ressemble. Donc là j'utilise le framework IPython, qui est en fait en mode web un système interactif qui permet de mélanger du code, des images, vous allez voir, de la vidéo, et de l'exécuter en temps réel par cellule. Donc ça c'est la grille Euromillions. J'ai demandé à certains d'entre vous d'ailleurs d'en remplir quelques-unes. Alors ce qu'il ne faut pas faire, ça c'est une petite vidéo illustrative d'un épisode de Lost. Donc là il est en train de se connecter sur YouTube. Et donc si on va à 1 minute 34, j'ai repéré pour vous le bon endroit. Eh bien, le héros, que vous connaissez probablement, gagne le gros lot. Voilà. Gagne le gros lot. Donc ces chiffres, c'est des chiffres magiques, on va dire. Et il se trouve que, eh bien, aux États-Unis, il y a quelques années, ces chiffres sont sortis effectivement lors d'un tirage. Et donc il y a eu des gagnants qui ont été très contents de gagner. Mais immédiatement il y a eu une grosse déception derrière parce qu'ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas les seuls gagnants, mais qu'il y avait beaucoup de gagnants parce que la grille Lost était jouée par beaucoup de gens. Donc j'ai trouvé une petite image pour illustrer ça. Voilà. Le chat qui est un peu dégoûté. Donc il va falloir qu'on trouve les bonnes grilles. Alors bienvenue dans un monde de scores. Les combinaisons donc de loterie ne naissent pas toutes égales entre elles. Hein. On voit, il y en a qui vont rapporter beaucoup parce qu'elles sont peu jouées, il y en a qui vont rapporter peu parce qu'elles sont beaucoup jouées. Et on va essayer de scorer les grilles pour essayer de dire ça c'est une bonne grille, ça c'est une mauvaise grille. Aujourd'hui, tout ce qui nous entoure est score. Hein. On score tout. Quand vous voulez prendre un crédit à la banque, on va vous scorer pour savoir quel taux on va vous faire. Quand il y a une pub qui s'affiche sur votre ordinateur, derrière il y a des systèmes de bidding qui vont scorer les différentes pubs en temps réel à vous diffuser et qui vont vous envoyer celle qui a le score le plus gros pour avoir un taux de clic le plus élevé possible. Dans la médecine, dans l'imagerie médicale, quand vous avez une tumeur, ce que je souhaite à personne, là aussi il y a des systèmes de score en fonction de votre âge, votre poids, vos habitudes, de la forme de la tumeur. On va scorer un chiffre entre 0 et 100 pour avoir le diagnostic. Donc nous, on va essayer de faire ça, un cas un peu plus futile qui est le jeu de l'Euromillion. Donc on va essayer de trouver un moyen de scorer une grille avec donc de la façon suivante. On va dire le score est faible, c'est une mauvaise grille. Si jamais c'est une grille qui ressemble à ce que les gens jouent en général, c'est une grille souvent jouée, et donc à ce moment-là un faible potentiel de gain, on va dire elle a un mauvais score. Et on va dire qu'elle a un grand score, on va chercher à ce que cette grille ait un grand score, si elle ressemble le plus possible à l'aléatoire non humain, ou ce que les humains croient être l'aléatoire, ce qui n'est souvent pas le vrai aléatoire, et à ce moment-là elle aura un grand score. Alors bien sûr, tout ça c'est pas une science exacte, et c'est pas ça qui va vous faire gagner plus souvent au loto, mais en tout cas l'exercice théorique est intéressant, et c'est ça qu'on va explorer dans les 26 minutes qui nous restent.
Alors en route, la première étape, et c'est aussi l'occasion de vous montrer un petit peu une démarche de bout en bout d'analyse de données, ça va être d'importer les données. Donc les données, où est-ce qu'on les a récupérées? On les a récupérées sur un site qui s'appelle OneWinnerMe, qui est un site sur lequel les gens qui le souhaitent viennent publier les grilles qui jouent de façon collective à améliorer la connaissance de la façon dont les gens jouent. Hein. Et donc c'est une sorte de technique en crowdsourcing. Et ce site-là a publié un jeu de données en open data, que vous pouvez d'ailleurs télécharger si vous aussi vous voulez cruncher ces données. Et donc c'est ces données-là qu'on va importer. Donc on va prendre ces grilles qui sont des grilles qui ont été jouées et rentrées par des humains. Alors soit directement sur la plateforme web ou bien sur des API mobiles, parce qu'il y a une API, il y a des applications mobiles qui permettent de venir enrichir cette plateforme. Donc on va partir de ça qui va constituer notre corpus et notre référence de grilles humaines. Donc grilles à éviter de jouer si on veut gagner beaucoup. En parallèle, pour entraîner notre modèle, on va générer cette fois-ci du vrai aléatoire, alors au sens Python du terme. Donc on va utiliser ici la fonction random. Donc on va générer ces différentes grilles. Alors j'ai oublié de les exécuter, le code, hein, mais donc là si je clique sur une cellule, j'appuie ici, hop, ça me l'exécute. Le code, il faut que je l'exécute puisqu'il tourne en temps réel sur la machine. Donc là, je viens d'importer les données à l'aide d'un framework qui s'appelle Pandas. Peut-être que certains d'entre nous connaissent. C'est un framework Python. Alors, dans l'écosystème Big Data, ça y est, je l'ai prononcé, je ne le prononcerai plus ce mot, mais dans l'écosystème, en tout cas Data, il y a beaucoup de noms d'animaux, Panda, Python, Pig, etc. Bon, c'est comme ça. On a ici générer nos grilles aléatoires et on va agréger les deux pour avoir un gros corpus ici, donc de 19 437 grilles humaines, donc issues de la plateforme OneWinnerMe, et 19 437 grilles aléatoires, générées aléatoirement par Python. Et donc, à nouveau, l'objectif de la séance, c'est d'essayer de trouver un modèle qui va nous permettre de discriminer ces deux types de grilles et de les scorer. Donc on a une grosse matrice avec 2 fois 19 437 lignes, et sur chaque ligne on a les numéros qui ont été joués, classés par ordre croissant. C'est la façon dont on a rangé les choses, et ces numéros on les appelle C1 à C5. Alors dans la démarche d'analyse de données, avant de lancer un modèle, on va essayer de sentir un peu les données pour comprendre comment elles sont, à quoi elles ressemblent. Donc par exemple on va ici chercher les combinaisons les plus souvent jouées par les humains. Donc parmi nos grilles humaines, on va regarder, on va les classer ici avec un group by. Donc c'est le group by de Pandas qui permet de faire un peu comme une base de données des group by très rapides. Et pour chaque group by, on va calculer combien il y a de grilles dans ce groupe et les classer par ordre décroissant d'apparition. Donc de façon assez peu étonnante, voilà, celle qui apparaît le plus, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on voit l'imagination quand même de l'être humain quand il rentre des grilles. En deuxième, il y a 46, 47, 48, 49, 50. Bon, c'est pas non plus hyper novateur. Alors là, il y a 15, 23, 28, 30, 43. Ça, on sait pas trop. Il y a un mec qui a dû s'éclater à rentrer plusieurs fois cette grille-là. Bon, bah, ça fait partie un peu du bruit, pourquoi pas. Et puis on a des trucs un peu moins triviaux, mais triviaux. Si on regarde, c'est des diagonales par exemple. Les gens ils aiment bien sur la grille jouer des diagonales, des verticales. Donc je pense que là, il y en a une d'entre elles là, c'est une diagonale 1, 4, 5, 8, 13. Non, c'est 1, 7, 13, 19, 25 par exemple, c'est une diagonale qui doit apparaître en bonne position dans la grille. Donc on va, et puis bien sûr il y a tout un tas de grilles, et c'est la majorité quand même qui n'apparaissent qu'une seule fois. Alors ensuite on va faire autre chose, là on va utiliser de la data vis, parce que c'est aussi une façon de représenter les données qui est importante et illustrante. Donc on va utiliser le framework Matplotlib pour faire ce qu'on appelle une heatmap de la grille Euromillion, donc toujours basée là sur les grilles humaines, hein. Les grilles aléatoires évidemment
on aurait des couleurs. Donc la couleur représente l'intensité de combien de fois a été joué le chiffre. Hein, donc en haut à gauche, c'est le 1. Là encore, on voit visiblement le 1 est beaucoup joué par les humains. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le centre, là, il y a 2 numéros au centre qui sont très joués hein, également. Par contre, les bords des grilles, visiblement, ça doit effrayer les gens, mais ils jouent moins les bords des grilles. Et puis le petit dernier ici, le 50, est aussi pas mal dans le classement. Donc là, par rapport à l'aléa, tout ça, c'est des signaux qui nous font penser, effectivement, on sent que ces grilles humaines, elles ont des propriétés particulières. On ne sait pas encore complètement définir, mais elles ont des propriétés particulières. Alors, ces propriétés, c'est là où rentre un petit peu quand même l'intelligence humaine. On va essayer de les caractériser et de les donner à manger au système expert machine learning. Donc, on va créer ce qu'on appelle des features. Qu'est-ce que c'est qu'une feature? Eh bien, c'est une caractéristique d'une combinaison. Donc, par exemple, ici, on va créer une feature. Pas que j'oublie de cliquer pour exécuter le code, sinon je vais avoir une erreur plus loin. Là, on va créer une feature qui est, dans ma combinaison, combien j'ai de numéros en dessous de 12 ou combien j'ai de numéros en dessous de 31. Là, l'idée sous-jacente qu'on a derrière la tête, c'est que les gens, ils jouent beaucoup, enfin, ils aiment bien jouer souvent leur date de naissance, et donc peut-être les grilles humaines auront tendance à avoir des chiffres entre 1 et 12, donc un mois de l'année, et entre 1 et 31, un chiffre du mois. Donc on va donner cette petite information au futur modèle machine learning en lui disant essaye de voir si tu peux t'appuyer sur cette information pour construire ton modèle. Donc ça c'est une feature, enfin là en l'occurrence 2 features. On va rajouter d'autres features. Alors là par exemple c'est la feature combien de numéros sont sur les côtés de la grille. Donc les côtés en haut, en bas, à droite, à gauche, c'est tous ces chiffres. Là, l'idée qu'on a derrière, c'est là aussi de se dire on a cru voir sur la heatmap que les gens évitaient le bord de la grille. Donc, on va donner aussi cette caractéristique à chaque grille pour aider le modèle à s'entraîner. Donc, on le calcule hein, pour chaque grille à la fois aléatoire et à la fois humaine de notre jeu. On va calculer ces features. On verra après. Tout ça, ça va être dans une grosse matrice. On va ici alors représenter ça graphiquement. En fait, dans un espace encore à 2 dimensions, hein, plus on va construire de features, plus on va avoir des dimensions multiples. Alors l'humain n'est pas capable de lire dans plusieurs dimensions, mais là en 2 dimensions, on y arrive un petit peu. Donc ça peut nous permettre de comprendre comment l'algorithme de machine learning va essayer de se repérer là-dedans. Donc là, on a en 2 dimensions la features, nombre de chiffres sur les côtés, donc entre 0 et 5, et en vertical, nombre de chiffres en dessous de 12. Donc on voit que grosso modo ça ressemble quand même, mais la répartition humaine a l'air un petit peu plus dispersée que le vrai random qu'on n'a pas calculé. Hein. Ça doit se calculer ici, la répartition exacte, on ne l'a pas fait, on a fait ça de façon empirique. On a acheté X milliers de combinaisons random et on les a affichées. Autre features, combien de numéros sont sur les colonnes 1, 2, 3, 4, 5 ça, c'est pour essayer de détecter des comportements humains qui vont consister à jouer des verticales ou à mal répartir les données sur la grille. Donc on a ces features. Et enfin, une dernière feature qui est combien de numéros sont pairs. Peut-être que les gens ont tendance à jouer plutôt plus de impair ou de pair, ou en tout cas de mal équilibré par rapport à l'aléatoire, donc on va calculer cette feature. Finalement, on a donc une grosse matrice qui ressemble à ça. C'est-à-dire que pour chaque grille, là on n'en a affiché que 10 hein, sur les dizaines de milliers qu'on a dans le système, pour chaque grille, on a les features. Donc, bêtement, on a calculé pour chaque combinaison le nombre en dessous de 12, le nombre sur les côtés, le nombre en dessous de 31, etc. Donc ça, on a ça pour les grilles aléatoires, pour les grilles humaines, et ça va être le point d'entrée de notre système de machine learning. Donc le système de machine learning, on va utiliser une librairie Python qui est une librairie leader et dont on peut être fier, c'est une librairie française qui est utilisée partout dans le monde et qui est en pleine explosion, qui s'appelle scikit-learn.
et donc qui est la librairie de classification et d'entraînement de machine learning. Alors comment ça va se passer? Basiquement, sans rentrer dans les détails, on va donc, notre jeu de données, aléatoire plus humaine, déjà on va le splitter en 80% pour entraîner notre modèle et 20% qu'on va mettre de côté, c'est-à-dire qu'on ne va pas le dévoiler au modèle tout de suite, et une fois que le modèle se sera entraîné, sur ces 20%, on va tester la validité du modèle. Hein. Donc c'est important de bien garder une partie des données de côté avant d'entraîner le modèle pour être sûr qu'on va avoir des données pour vérifier que le modèle fonctionne bien et qu'il ne nous truande pas. Donc c'est le train test split, c'est qui va nous séparer nos données en 80-20. Ensuite, donc on va étiqueter les données, on va quand même, pour entraîner le modèle, on va lui dire bah, ça c'est une humaine, ça c'est une humaine, ça c'est une aléatoire, ça c'est une aléatoire, etc. Avec toutes les features qui vont avec. Et à partir de là, on va lancer le classifier. Donc ici, c'est un classifier qui s'appelle Random Forest. Il y a d'autres classifiers dans la librairie Scikit-learn. Celle-là, c'est celle qu'on utilise traditionnellement en premier. Donc là, je l'ai lancé, il a travaillé. Et voilà, bah donc maintenant on va rentrer dans les prédictions pour voir si les features qu'on a créées, le modèle qu'on a entraîné, sur les 20% qu'on ne lui a pas dévoilé, et ben, s'il va arriver à nous discriminer sans qu'on lui dise est-ce que c'est une grille humaine ou est-ce que c'est une grille aléatoire. Donc on lui lance ici la primitive predict sur le jeu de test. Voilà, il a prédit. Et ensuite, on va afficher les résultats des prédictions. Alors, sous forme d'une matrice qui est en fait combien de fois il a bien prédit et combien de fois il a mal prédit. Donc là, on voit que sur les données aléatoires, eh ben 2192 fois il a bien prédit et 1646 fois il a mal prédit. Il s'est trompé, il a dit que c'était humain alors que c'était aléatoire. Et à l'inverse, sur les grilles humaines, il a effectivement bien détecté que c'était une grille humaine 2496 fois. Par contre, il s'est trompé 1441 fois. Bon, bien sûr, il s'est trompé, mais il s'est trompé moins souvent qu'il a réussi à trouver. Hein. Donc, notre modèle a quand même appris quelque chose. Si ça avait été un modèle bête où il avait tiré à pile ou face, où il n'en savait rien, on aurait eu du 50-50 et on l'aurait vu tout de suite. Là, on commence à voir une répartition qui montre une certaine intelligence. Alors le score, on peut le résumer, ça s'appelle le score F1 qui va caractériser la performance de notre modèle, parce qu'après on va pouvoir, alors on ne le fera pas là, mais entraîner d'autres modèles, peut-être il y a d'autres modèles qui vont être mieux, et ce score-là va permettre de classer les modèles par performance. Donc là, il a un score de 61 sur 100, le score de 50 sur 100 étant le score d'un modèle qui n'apprend rien et qui fait de l'aléatoire. Donc on est passé quand même, on a fait progresser jusqu'à 61. Alors, avant de passer à la suite, il y a quand même un raccourci qu'on a fait de façon assez importante. C'est qu'on a laissé dans les grilles ici tout en haut, si vous vous souvenez bien, on a laissé les combinaisons assez triviales, 1, 2, 3, 4, 5, 46, 47, 48, 49, 50, qu'on a laissé dans l'entraînement du modèle des grilles triviales. Donc on se dit, ouais, ok, toi modèle, on t'a filé des données assez faciles à scorer. Donc on va là tout de suite l'empêcher de faire ça en enlevant dans les grilles humaines les doublons. Donc on va dire ok, on te laisse 1, 2, 3, 4, 5 mais qu'une seule fois. Tu vas plus pouvoir t'apercevoir que ça a été joué plein de fois et donc en déduire que c'est de l'humain. Parce que l'aléatoire, il ne va pas sortir 50 000 fois la même valeur. Hein. Donc là on va tout simplement faire un human data égale human data point un truc qui existe donc tout fait dans Python, vire les doublons. Donc j'exécute ici les données aléatoires, allez, je les relance. On remélange, donc on voit ici
qu'on a qu'on a maintenant moins de données. On en avait 19 000, on a plus que 16 000 parce qu'on a enlevé les doublons. Bon, les analyses, si on peut le faire ici, on constatait qu'effectivement, ici, les grilles n'apparaissent plus qu'une seule fois chacune. Donc on n'a plus les grilles triviales. On va recalculer, on s'en fiche, on va recalculer les features. Donc cette feature-là, on la recalcule. Cette feature-là, on la recalcule. Ça, c'était le dessin, on n'a pas besoin. Cette feature-là, on la recalcule. Cette feature-là, on la recalcule. Bon, nos features, on ne va pas voir grande différence, mais elles sont là. Et on réentraîne le modèle. C'est parti. Donc là, vous voyez, il marque kernel Buzzy, donc il est en train de travailler. Il va mettre quelques temps. J'ai mis des paramètres qui faisaient que le modèle ne mettait pas trop de temps. Et on va voir le score. Normalement, on s'attend à ce que le score ait baissé. On fait les prédictions. On calcule la matrice de confusion. Hop. Donc on reste quand même en positif. On a plus souvent bien prédit que mal prédit. Et le score, il était à 61,79. Il est maintenant à 54,93. Bon, donc ça illustre quand même que dans le cheminement, il faut faire attention à ce qu'on met en entrée parce que si c'est trop facile, on va avoir des scores trop bons. Alors comment faire remonter le score encore? Eh ben, on va l'aider, on va lui donner une nouvelle feature, d'autres nouvelles features. Alors je pense que vous avez peut-être des idées. Je vous en donne une pour vous qu'on va coder tout de suite. C'est tout simplement, c'est donc je rajoute une cellule ici, c'est l'occasion de vous montrer avec Python pour ceux qui ne connaissent pas. Hop, je rajoute une cellule et puis je vais rajouter une feature dont je vais vous expliquer. Donc je vais l'appeler SumDiff. C'est du live coding, puisque c'était demandé dans le cahier des charges. Alors, cette feature, ça va être la différence entre deux numéros consécutifs, la différence des carrés. Donc c'est donc C1, C2, C3, C4, C5, c'est les chiffres classés par ordre croissant. Donc on va faire C2 moins C1 au carré plus « 2, 3, 4, 5 ». Donc plus, allons-y, C3, C4, C5, C2, C3, C4, on ferme la parenthèse. Voilà, donc c'est C2 moins C1 au carré, plus C3 moins C2 au carré, etc. Là, en fait, ce qu'on va chercher à caractériser, c'est finalement est-ce que c'est une grille plutôt ramassée, les chiffres sont proches les uns des autres, ou est-ce que c'est une grille plutôt éloignée? Voilà. Sachant que les gens, c'est bien connu, quand on leur demande de remplir une grille le plus aléatoire possible, ils vont essayer de répartir au maximum dans la grille, alors que non, le vrai aléatoire, ça arrive quand même très souvent que par exemple il y ait deux numéros consécutifs. Par contre, ça va gêner beaucoup les humains, ils vont avoir du mal à mettre deux numéros consécutifs quand on leur demande de faire de l'aléatoire. Donc ça, on va essayer de le capter avec cette feature. Donc je vais exécuter, normalement s'il n'y a pas de... Voilà, ça marche. Donc là, la feature est calculée. Ici, dans mon tableau de features, normalement, je vais voir apparaître une nouvelle colonne, notre fameuse colonne SumDiff. Donc là, par exemple, 5, 10, 15, 20, 20, 25, ça fait cette feature vaut 100. Si on fait c'est 5 au carré fois 4. Voilà. Et on va entraîner le modèle. C'est reparti. Avec cette nouvelle feature. Donc si la feature donne de l'information, normalement, notre score et notre modèle va être amélioré. Alors, il y a ici, donc quelque chose que je n'ai pas encore montré, c'est le système ici. Maintenant qu'il a appris, il peut nous dire, voilà, j'ai appris et je vais te dire les features qui m'ont le plus servi.
Donc je vais les afficher par ordre, croissant d'importance. Et donc, bah, on a de la chance, enfin, c'était un peu prévu, hein, mais celle qui, effectivement, est la plus discriminante, en tout cas pour lui, bah, c'est justement cette feature qu'on vient de rajouter. Après, on voit que celle qui est moins discriminante, bon, bah, finalement, la feature qui code le nombre en dessous de 12, c'est pas discriminant. Alors, on va refaire les prédictions. Hop, je prédis. Je fais ma matrice de confusion. Donc, j'étais à 54 et je remonte à 55. Donc, j'ai amélioré mon système. Donc, on est bon. Maintenant, on va pouvoir, donc dans les 5 dernières minutes qui nous restent, eh bien, scorer, puisque n'oublions pas que c'est ça qu'on voulait, hein, on voulait faire un modèle où après on lui donne à manger une grille, hop, il nous sort un score. Donc là, j'ai pris quelques grilles et après je prendrai quelques-unes des vôtres pour montrer en live comment ça peut donner. Alors je rajoute juste la feature qui vient d'être créée. SumDiff. Il calcule les scores de chaque grille, de chacune de ces grilles. Et voilà. Donc là, hop, on a le score entre 0 et 100 de chaque grille. Donc on lui a mis bon, 2, 4, 6, 8, 10, il a mis score 0. Bon, il a bien détecté que c'était louche, que c'était visiblement une grille humaine. Et puis celle qui a le plus grand score, c'est 8, 10, 21, 29, 35. Donc là, je vais reprendre vos papiers, là, voir ce que vous avez mis sur... puis on va essayer d'en scorer une des vôtres. T'as pas mis encore? Voilà, voilà. Et on va vous en mettre quelques-unes. Je ne vais pas toutes les faire, mais c'est pour vous donner l'idée. Alors voyons, tiens, celle-là, elle est intéressante. Elle est assez symétrique. On va voir s'il la détecte. Donc je vous la mets ici. Donc là, ce qu'on va rentrer, donc c'est 11, 13, 14. Donc 3 numéros sur une ligne ici. Et 37, 42. Donc c'est une sorte de T. Un petit peu, voilà. Alors, comme on n'a pas la features de combien sont sur une ligne, on avait fait colonne, on n'a pas fait ligne, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va remplacer celle-là. 2, 4, 6, 8, 10. Et on va voir combien ça score. Donc 11, 13, 14, 37, 42. Hop, on score et ben c'est pas mal, 57. Elle a un score de 57. Bien joué, bonne chance de gain. Voilà, donc alors conclusion. Bah là, vous avez vu, alors les outils qu'on a utilisés, hein, IPython Notebook, cet outil interactif assez sympa pour faire raconter des histoires, et puis aussi utiliser au quotidien. Pandas pour manipuler facilement les données, Matplotlib pour visualiser, Scikit-learn pour prédire. Donc ce modèle-là, il va être dans les semaines à venir amélioré par la communauté parce qu'il va y avoir des challenges autour de ces données. Les données en open data, les gens vont pouvoir trouver des nouvelles features, comparer leurs modèles, comparer leurs scores, et il va être mis en production sur le site OneWinnerMe, sur lequel vous pourrez venir scorer vos grilles si vous le souhaitez. Il reste 2 minutes. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Oui. Est-ce que certaines features peuvent faire baisser? Oui, tout à fait. Ouais. Si on retire le 12 et le 31 qui étaient très mauvais, oui, ça peut. Et ça, il n'y a pas de science exacte là-dessus. Donc il y a parfois ce qu'on appelle des grid search, où on est obligé de tester toutes les combinaisons de features. Parce qu'effectivement, elles peuvent une à une être très bonnes et les deux s'annuler entre elles et faire dégrader. Donc il y a tout un art, effectivement, ce qu'on appelle de features engineering et de feature selection pour arriver au meilleur modèle. Oui.
Oui. La première, c'est dans l'affichage de la fréquence des grilles, il y avait des grilles qui n'étaient pas complètes avec juste un ou deux numéros. Ah oui, 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 parce qu'en fait, c'était, je pense que c'est Pandas qui n'affiche. Ah oui, 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 bah en fait, c'est ça. C'est. Oui, parce que c'est le 4 en fait. Ici, ça veut dire que c'est le 4. C'était la première question. Et la deuxième question, dans Scikit-Learn, pour la découverte de features, il y a des choses là-dessus ou pas? Non. Alors sur la découverte des features, il y a quelque chose qui est très à la mode qui s'appelle le deep learning, donc qui est une sous-classe du machine learning. Et le deep learning, ce qu'on nous vend, c'est qu'il est capable tout seul de découvrir les features. Donc ça, c'est sûr que là, on a mis un peu de jus de cervelle pour les découvrir. Il y en a sûrement qu'on a oublié. Peut-être vous avez des idées. Mais le deep learning permettrait de faire ça. Et c'est surtout adapté à la reconnaissance d'images en particulier. Oui. Quel serait le score du modèle si on le réappliquait sur le jeu de données sur lequel il était? Alors très bon. Très bon et enfin très bon. Normalement, il ne faut pas le faire. Parce que c'est trop facile de réappliquer le modèle sur le jeu d'entraînement. Parce que c'est triché, parce qu'il est trop habitué à ce sur quoi il a été entraîné. Hein. Oh bah il serait amélioré, mais de quelques, je sais pas moi, là c'était 55, il passerait peut-être à 57. Mais c'est pas non plus monstrueux, mais il y aurait un biais, et donc dans la démarche d'analyse de données, c'est quelque chose qu'il faut surtout pas faire. Oui, alors en data, oui. Alors après, on va chercher des pouillèmes, mais ça, c'est là aussi un des problèmes de la data science où on va mettre en œuvre des algorithmes monstrueux pour gagner 3 pouillèmes. Hein. Oui. Oui. Ça s'est jamais vu dans l'histoire de data mining du score genre 83. Ah si, alors il y a des, alors moi je pense que sur cette problématique-là, on pourra pas monter très haut. On peut encore monter largement, mais pas très haut. Après, il y a des trucs très faciles, par exemple, il y a des scores de prédiction de combien va se vendre une voiture d'occasion. Là, il y a un concours en ce moment. Là, à 5-6% près, on peut trouver quoi. Ça dépend vraiment du problème. Ouais, ça dépend du problème. Eh ben, merci de votre... une dernière question. La librairie existe que en Python, oui. Oui. Et sinon, l'alternative, il y a du R aussi, un autre langage que personnellement je ne connais pas. Et donc, c'est les deux grandes librairies qui font ça, mais Scikit-Learn, c'est que le Python. À votre disposition, si vous avez d'autres questions après, en off. Bonne fin de journée.